Merci d'être resté avec nous. Marina, est-ce que vous savez combien d'œufs en moyenne vous mangez par an? Par an? Oui. Oh non, j'en mange 3-4 par semaine. Ça fait multiplié par 52. Allez, je vous le fais. C'est ça. À peu près, on est sur 230 œufs en moyenne pour chaque Français par an. Cocotte, pochée, mimosa ou tout simplement au plat. Ils se dégustent de 1000 façons. Et la France est le premier producteur de l'Union européenne avec 13 milliards d'œufs chaque année. Généralement, une poule pond un œuf par jour ou tous les 2 jours. C'est bien, j'aime bien vos connaissances. C'est précis ça. Soit 3 à 300 œufs par an selon les races et l'âge de la poule, évidemment. Et celui du capitaine, on le sait aussi. Source de protéines, riche en lipides, vitamines et minéraux, l'œuf est un aliment nutritionnellement intéressant. Il a un autre intérêt, cette fois-ci en pharmacopée. Il peut servir à fabriquer des médicaments, par exemple les vaccins contre la grippe d'actualité, qui sont faits à partir du jaune d'œuf. Et puis le blanc d'œuf fait également l'objet de nombreuses recherches pour ses propriétés antibactériennes. Bien raison d'y consacrer une émission. C'est évidemment. Et pour répondre à toutes les questions de spécialistes, le docteur Boris Ansel, bonjour. Bonjour, bonjour. Nutritionniste endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bichat. À Bichat. Oui. Habitat Bichat. Depuis quelques mois. Ah, mais attendez, vous m'avez pas envoyé un petit mail pour me le dire. Et puis avec nous, Joël Gautron, directeur de recherche INRA. C'est ça. Toujours INRA, ça n'a pas changé, dans l'équipe fonction et régulation des protéines de l'œuf. Alors Virginie nous dit, ma fille de 9 ans mange un œuf à la coque tous les matins. Est-ce trop? Je précise qu'elle ne veut rien d'autre, donc ça va faire une crise si on lui dit non. Mais donc ça fait 7 œufs par semaine. Est-ce que c'est trop? Écoutez, pour un enfant de 7 ans, comme ça, a priori, ça ne me choque pas. Une petite réserve au cas où elle avait un excès de cholestérol, on va y reparler dans quelques minutes. Mais si ça lui permet d'éviter de manger des biscuits, eh bien moi je dis qu'elle peut continuer. Est-il déconseillé de donner des œufs plusieurs fois par semaine à de jeunes enfants de 2 et 5 ans, demande Alexandra. Eh bien, on peut répondre un petit peu comme pour la jeune fille de 7 ans. Après un an, disons avant un an, je pense qu'il faut éviter parce disons qu'on a peur de provoquer des allergies. Bon, au-delà, je pense qu'un enfant peut consommer un œuf pratiquement tous les jours, encore une fois, avec cette réserve pour celles et ceux qui ont du cholestérol. Eh bien, justement, est-ce qu'il est prouvé que la consommation d'œufs fait augmenter le taux de cholestérol sanguin? Vous l'attendiez, la question, elle est là. Absolument, je l'attendais. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'œuf, et en particulier donc le jaune d'œuf, contient beaucoup de cholestérol. La question est de savoir si quand on consomme ces œufs, ça fait augmenter le taux de mauvais cholestérol. Là, c'est plus difficile de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de travaux contradictoires. Et s'il y a beaucoup de travaux contradictoires, c'est parce que c'est compliqué et que probablement qu'on n'est pas tous égaux face à l'effet du cholestérol alimentaire sur le taux sanguin de cholestérol. Il y a des personnes qui vont augmenter beaucoup leur taux de cholestérol quand ils mangent des œufs, d'autres qui vont ne pas l'augmenter parfois. On connaît tous cette histoire d'un homme de 88 ans qui mangeait 25 œufs par jour et qui avait un taux de cholestérol normal. Voilà, donc je ne dis pas qu'il faut manger 25 œufs par jour, mais voilà, donc c'est très variable d'une personne à l'autre. Mais ça veut dire quand même que quand on a trop de cholestérol, on réduit un peu la quantité d'œufs consommés. On continue à en consommer, mais on n'en mange pas 4 par jour, quoi. Absolument, ça veut dire qu'en termes dans les recommandations, on va limiter la consommation d'œufs, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1. Non, mais on peut juste rajouter que les gens qui ont des excès de cholestérol, la plupart du temps, c'est pas toujours dû à l'œuf, c'est aussi dû à leur régime alimentaire qui est en graisse saturée de type animal, et c'est surtout souvent ça qui leur pose un problème. En réalité, la quantité d'œufs qu'on consomme par jour, par habitant, c'est à peu près 30 grammes par personne. Ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable, oui. Et il y a les œufs ont toujours la même quantité de cholestérol? Oui, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, ce que c'est qu'un œuf. Un œuf, c'est pas fait à l'origine pour être mangé. C'est fait pour permettre à un embryon de se développer. Bon, les œufs de consommation, je vous rassure, ne sont jamais fécondés. La poule ne voit pas le coq. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une cellule reproductrice géante. Et quelque part, quel que soit l'environnement de l'animal, ça va relativement peu varier parce que c'est pour assurer la pérennité de l'espèce. Et le cholestérol, c'est une molécule qui est essentielle dans l'organisme pour permettre tout un tas de fonctions biologiques. Et il faut bien imaginer que dans cette enceinte close, fermée, vous allez en 21 jours passer d'une cellule à un poussin qui va avoir ses plumes, ses os, son sang. Donc ça veut dire qu'au niveau des molécules qui sont à l'intérieur, vous avez des éléments nutritionnels parfaitement équilibrés. Les acides aminés qui composent les protéines du blanc de l'œuf
sont la référence centre de l'OMS des protéines naturelles, par exemple. C'est très équilibré. C'est une question qu'on a. C'est une question d'Evelyne, justement, qui nous dit « Je consomme 7 œufs par semaine. Est-ce suffisant pour l'apport en protéines car je ne mange pas de viande ?» Ça, je vais laisser le docteur répondre, peut-être. Alors, je dirais que pour l'apport en protéines, c'est pas totalement suffisant, mais que si elle complète ses apports protéiques avec des produits laitiers et il ne faut pas les oublier, les protéines végétales, même si elles sont moins intéressantes sur le plan biologique, elles sont quand même intéressantes avec des légumes secs, des produits céréaliers et un peu de poisson, elle aura les apports protéiques qui sont tout à fait optimaux pour être en bonne santé. Il y a une limite à ne pas dépasser en nombre d'œufs par semaine, demande Fabienne. Elle est très sportive, elle n'a pas de cholestérol. Moi, très concrètement, je raisonne de la manière suivante. Pour des personnes qui n'ont pas d'excès de cholestérol, je conseille de ne pas dépasser 7 ou 8 œufs par semaine. Pour les personnes qui ont un excès de cholestérol, moi je suis un peu plus souple que les recommandations classiques, puisque je limite à 4 œufs par semaine. Et quelle que soit la façon dont tu les utilises, ça peut être un à la coque, un dans un gâteau, un... Alors, c'est une question très importante, parce que beaucoup On d'œufs... oublie, quand on compte les œufs, on compte que ceux qu'on a dans son assiette avec le rond jaune. Hein. Vous avez raison. C'est Donc, 48% des œufs consommés sont les achats des ménages. 41% des œufs consommés sont sous forme de nouveaux produits. D'accord. Regarde, de vos produits. Donc je dirais 4 œufs consommés en pleine conscience, j'ai envie de dire. Et puis, comme par ailleurs, on veut quand même faire limiter la consommation des gâteaux, des produits transformés où il y a de l'œuf, si vous faites attention, peut-être vous arriverez à 6 œufs par semaine en comptant tout. Ça me semble assez raisonnable. Une petite réserve quand même pour les personnes diabétiques, parce que c'est une situation où il semble que la consommation d'œufs est associée à une augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc, disons que quand on est diabétique, même si on n'a pas d'excès de cholestérol, je réduirais exactement comme quelqu'un qui a du cholestérol à 4 œufs par semaine, plus éventuellement un œuf ou deux dans les produits transformés. On va voir des expériences. Et oui, parce que l'œuf, c'est de la chimie souvent. Blanc en neige, œuf mollet, poché, sans savoir en réalisant ces recettes. Vous faites de la chimie, pouvoir liant, foisonnant ou émulsifiant, l'œuf se transforme en de nombreuses manières. Pour comprendre ces secrets, Delphine Renaud et Mathieu Vibaud ont été voir un chimiste spécialiste des œufs. Poché, en mayonnaise ou encore en neige, si l'œuf prend toutes ses formes, c'est avant tout une histoire de chimie. Dans ce laboratoire, au milieu des fioles et des tubes à essai, les recettes deviennent des expériences scientifiques. Coagulation, émulsion ou foisonnement, l'œuf révèle tous ses secrets. On va commencer par faire un œuf poché. Les œufs pochés, on commence toujours par mettre de l'eau. Sans sel, sans vinaigre, sans rien. On va donc la porter à 100 degrés, c'est-à-dire à ébullition. On le met dedans, voilà. Et ici, on voit donc que ça s'étale, c'est très pénible, quoi. Là, on a à peu près raté notre œuf poché. Premier œuf poché raté, il manque donc quelque chose. Traditionnellement, on conseille le sel. Ça s'étale pareil, il y a mes voiles partout. Donc c'est pas le sel qui va faire que les œufs pochent mieux. Encore raté. On va donc pocher un œuf dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on va y mettre du vinaigre blanc. Il ne va pas colorer l'œuf, il faut qu'il reste bien blanc pour que ça soit joli. Mais si on a envie de le colorer, on le colore, c'est pas ça la question. Bon. Tout de suite, il y a cette espèce de coagulation qui se forme. Il y a un aspect qui est bien différent du premier. Et voilà, ici, il n'y a pas ces filaments qui partaient partout. Eau bouillante plus vinaigre, c'est donc l'équation gagnante. Encore faut-il comprendre pourquoi. Dans un blanc d'œuf, il y a 90% d'eau et 10% de protéines composées de filaments. Je suis une protéine comme ça. Si je me cogne en allant lentement, je reste replié sur moi-même parce que la force de déroulement, elle n'est pas suffisante pour me dérouler. En revanche, si j'arrive et vous voyez, je me déroule. L'eau chaude agite rapidement les protéines qui se détachent en de nombreux filaments. Ils forment une toile d'araignée qui emprisonne les molécules d'eau. Le blanc devient alors plus solide. Alors ça, c'est la coagulation de l'œuf à la chaleur. Et dans le jaune d'œuf, c'est le même type de phénomène. Lorsqu'on ajoute du vinaigre, son acidité va coaguler rapidement le blanc d'œuf et éviter la formation des filaments. Deuxième expérience, la mayonnaise. La mayonnaise, il n'y a pas de moutarde, sinon ça s'appelle une rémoulade. Donc vous voyez cette moutarde ici, je l'enlève, on n'en a pas besoin. Je mets
Pour une mayonnaise, la base, c'est donc un jaune d'œuf et du vinaigre. Le jaune d'œuf, c'est 50% d'eau et le vinaigre, c'est 90% d'eau. Donc si je mélange du jaune d'œuf avec du vinaigre, vous voyez que ça se mélange bien parce que je mélange en gros de l'eau avec de l'eau. Je vais mettre une goutte d'huile sur ce mélange. L'huile flotte sur l'eau. C'est normal, il n'y a pas de miracle. Maintenant, avec ma fourchette, si je passe dedans, je coupe ma gouttelette d'huile en deux et en deux et en deux et en deux. Je suis en train de disperser mon huile dans l'eau et ça s'appelle une émulsion. Au microscope, cette émulsion révèle une multitude de gouttes d'huile assez espacées les unes des autres. Pour densifier cette mayonnaise, il faut donc rajouter progressivement de l'huile et fouetter. Une fois terminé, l'aspect de l'émulsion a changé. Vous voyez, la mayonnaise maintenant terminée, les gouttelettes sont beaucoup plus petites et surtout, elles sont complètement tassées les unes contre les autres. Et les gouttelettes ne bougent pas, la sauce est épaisse et voilà une mayonnaise. Dernière expérience, les blancs en neige, ou foisonnement pour notre chimiste. Ce blanc d'œuf, donc, c'est 90% d'eau et 10% de protéines. Je vais donc fouetter et simplement regarder ce qui se passe. Des bulles d'air se forment, emprisonnées dans les protéines de blanc d'œuf. Et alors, c'est ça le blanc en neige, c'est plein de bulles d'air qui sont introduites dans l'eau du blanc. Et plus on fouette, plus les bulles d'air se multiplient. Le mélange se densifie jusqu'au résultat final. Ça tient là, ça coule plus. Alors que c'est du blanc d'œuf liquide et de l'air, hein. Mais là, il est ferme. Donc voilà, on a de blanc en neige. Et si vous voulez des blancs en neige plus volumineux, une petite astuce de notre chimiste. Ajoutez de l'eau et fouettez. Alors Hervé Tisse, en Merveilleux protéines quand Hervé même, Tisse. fantastique. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il fait en ce moment, il a publié des livres sur la cuisine note à note, qui est sa nouveauté. Après la cuisine moléculaire, c'est la cuisine note à note. Aussi, ou pas Il fait la protéine. Non, c'est extraordinaire. Merci beaucoup à lui. Vous disiez que pour les blancs en neige, il fallait que l'œuf ne soit pas trop frais, c'est ça? Ce qui se passe, c'est si on prend un œuf là, dans une boîte comme celle-ci, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez que en réalité, cet œuf, une fois pondu, la coquille elle est imperméable à toute pénétration. Les microbes ne pénètrent pas. Hein. Donc si la coquille est fendue, là j'ai vu dans une boîte qu'il y avait un œuf qui était micro-fêlé. Si je peux vous le montrer ici, ça, il faut le jeter. On peut conseiller aux consommateurs, oui. Parce qu'en réalité, Parce que du coup, c'est pour eux. les bactéries peuvent pénétrer. D'accord. La coquille fait une enceinte complètement imperméable. D'accord. Mais D'accord, pour quand c'est revenir comme à ça, mon on est histoire de blanc d'œuf, ce qui se passe, c'est que par contre, elle permet les échanges gazeux, donc des échanges de gaz carbonique entre le milieu et l'extérieur. Alors bon, pour prendre un mot technique, le pH qui est physiologique, qui est de 7,5, c'est environ dans le blanc d'œuf à la ponte, il va passer à 9,5. Et ça permet d'avoir des propriétés foisonnantes pour faire des blancs qui se tiennent mieux. Vous ferez des mousses en chocolat beaucoup plus solides si vous laissez vos œufs un petit peu dehors et les sortir un petit peu avant de... Juste une justement, question sur la fêlure, pardon. Allez-y, je vous en prie, Benoît. Je découvre ça dans ma boîte, je le mets à la jette. poubelle. Il faut jeter Je le fais moi, en le déplaçant dans mon réfrigérateur. Je dois le manger tout de suite. tout de suite. Vous avez tout de plus qu'à suite. casser. Il faut le casser, Voilà. le manger tout de suite, sinon vous le jetez aussi. Alors, allez-y, posez des questions, après j'en ai d'autres là-dessus. Est-ce qu'il faut conserver les œufs au frigo? Alors, la conservation, l'œuf, c'est un milieu dans lequel ça se conserve très bien naturellement. Comme je vous l'ai dit, la coquille est un biominéral très imperméable qui ne laisse pas du tout pénétrer l'eau et les bactéries. Donc on peut le conserver très longtemps. Même autrefois, nos anciens, ils conservaient les œufs. Vous savez que l'hiver, les poules, elles n'avaient pas assez de lumière pour pondre les œufs. Donc ils les conservaient dans du sable, du papier journal, par beaucoup de moyens. Et bon, maintenant, on va recommander, une fois achetés, de les conserver au frigo et surtout de ne pas rompre la chaîne du froid. Parce qu'en rompant la chaîne du froid, on irait créer des gouttes de condensation à la surface dans lesquelles les bactéries pourraient se pénétrer. Et si on frottait, on enlèverait cette petite couche, cette cuticule là, qui donne la couleur à l'œuf, qui fait un biofilm autour de l'œuf et qui ouvrirait les pores et qui permettrait les échanges gazeux. Alors, Les bactéries, ça nous donne quels sont les risques pour la santé de ces bactéries qui risquent de rentrer dans l'œuf une fois qu'il est... Alors, dans les contaminations bactériennes, dans la plupart des cas, l'œuf il est stérile quand il est pondu. C'est très très rare qu'il y ait des bactéries à l'intérieur d'un œuf. Par contre, l'œuf peut être à l'origine de contamination. C'est ce que j'appelle moi, pour rire, le syndrome barbecue. C'est-à-dire l'été vous faites une mayonnaise, il fait chaud, le rosé coule à flot, tout le monde est très bien, mais il va bien y avoir quelqu'un qui va mettre la main dans la mayonnaise pour la goûter. Il fait 35 degrés, les bactéries qu'il avait sous le doigt vont continuer à se développer, reproduire, ce qui fait que l'œuf reste incriminé dans des cas de salmonellose.
L'œuf, le blanc d'œuf, c'est antibactérien en lui-même. Vous mettez des bactéries dans un blanc d'œuf, les bactéries ne poussent pas, c'est bactéricide. Par contre, une fois qu'elles sont rendues dans le jaune, là, c'est miam miam pour les bactéries, effectivement. Benjamin demande si le mode de production des œufs, bio, plein air, etc. Alors avant de répondre, on va voir sur une image ce qui est écrit sur la coquille de l'œuf, parce que les gens ne savent pas toujours. Il y a un code qui permet de connaître l'origine. Vous avez le premier chiffre, c'est le mode d'élevage de la poule. 0, c'est pour l'œuf bio. 1, c'est pour la poule élevée en plein air. 2, la poule élevée au sol. 3, celle qui est élevée en cage. Et le reste du code lui permet de savoir l'origine du pays et l'élevage d'origine. Donc est-ce que ce mode de production, est-ce que ça influe sur les nutriments et est-ce qu'on doit privilégier l'un d'entre eux? A priori, on dirait le 0 ou le 1. Alors, quel que soit, ce qu'on peut dire, c'est quel que soit le mode d'élevage, d'abord on va utiliser à peu près les mêmes poules, le même fond génétique. Pour celles qui vont dehors, on va utiliser des souches un peu plus robustes, mais elles vont avoir le même type d'aliment. C'est quoi un aliment qu'on donne à la poule pondeuse? Des céréales, 65-70%, des protéagineux, soit du soja, soit du pois, soit de la févrole, et puis des minéraux globalement. Ils auront tous à peu près le même type d'aliments. C'est l'origine des aliments qui va changer. Par exemple, en élevage bio, il faut que les aliments soient organiques. La coquille, elle, ça n'a pas d'influence nutritionnelle. La couleur de la coquille, c'est purement génétique. De la même façon qu'on ne changera pas la couleur de ses yeux en fonction de ce qu'on mange ou la couleur de sa peau. Le blanc d'œuf est très peu variable aussi. La seule chose qui peut changer, c'est la composition des lipides du jaune. Et ce qu'on va trouver comme différence entre un œuf qui va être élevé en plein air, qu'il soit bio ou pas bio, ou un œuf qui provient d'un élevage conventionnel en cage aménagée, ça va être surtout des différences de qualité qui peuvent jouer sur la couleur de la coquille, parce que la poule qui va dehors, elle va avoir accès à la terre, elle va consommer entre 5 et 30 grammes de terre, elle va avoir accès à l'herbe, en fonction de si c'est l'hiver ou c'est l'été, l'herbe va contenir plus ou moins de pigments. Si on est dans le nord de la France, il y aura moins de pigments que si elle va manger des feuilles de maïs Donc dans le sud. nutritionnellement, c'est la même chose. Nutritionnellement, il y a très peu de différence. C'est plutôt le confort de la poule qu'on favorise en achetant un œuf bio. Moi, je dirais que c'est un choix éthique, de société, d'aménagement de territoire qui permet d'aller vers un mode de production. Sur le plan nutritionnel, je pense que c'est important de bien différencier le système d'élevage. Est-ce qu'il est élevé en plein air, en cage, et ce qu'on lui donne à manger. Et ce qu'on lui donne à manger, par contre, à la poule, ça va influer. Donc que vous donniez si vous donnez à manger quelque chose de bien entre guillemets à une poule, qu'elle soit élevée en plein air ou dans une cage, eh ben elle aura un intérêt nutritionnel supérieur. Donc ça dépend vraiment de ce que vous lui donnez à manger et pas du système d'élevage où là effectivement c'est une question éthique. Ça on le sait pas en fait. Et la formule, ça on le sait pas, effectivement on le sait pas. Et la formulation est à peu près identique dans tous les modes d'élevage. Alors par contre, ce qu'on sait faire, c'est effectivement enrichir des œufs en oméga 3, par exemple, parce qu'on va donner des huiles de lin, que ce soit en bio ou pas en bio, pour avoir des œufs qui seraient enrichis. Alors c'est pas un marché très développé en France, mais c'est un marché qui peut être développé dans d'autres pays. On nous demande si les œufs en poudre utilisés dans l'industrie agroalimentaire conservent leur qualité nutritionnelle. On va voir de quoi il s'agit. Dans le secteur de l'agroalimentaire, il existe un marché qui ne cesse de se développer. On appelle ça les ovoproduits, c'est-à-dire des œufs sous forme liquide ou en poudre, comme on vient de le dire. Explication Delphine Renaud, Mathieu Crécio, Nathalie Vincenti. Au départ, il y a l'œuf. Mais depuis quelques années, il y a aussi le jaune d'œuf sucré, le jaune d'œuf salé, l'œuf entier concentré sucré, l'œuf entier en bombe ou encore l'œuf entier en poudre. Ces produits, vous ne les connaissez pas et pourtant vous les consommez tous les jours. On les trouve dans les pâtes, les biscuits, les plats préparés. Ce sont des ovoproduits. Et tout commence dans cette usine de production. Chaque jour, 700 000 œufs arrivent ici. Donc on reçoit des œufs qui proviennent d'élevage, qui sont tous identifiés. Donc chaque palette va être identifiée avec le nom du fournisseur, la date de ponte, la date de réception des œufs et le poids. C'est les mêmes œufs que ce que vous pouvez trouver dans un supermarché. Sauf que là, ils ne sont pas calibrés, ils ne sont pas mis en boîte, ils sont mis sur des alvéoles de 30 pour être cassés. Première étape, les œufs sont délicatement ventousés, puis déposés dans une casseuse. Le cassage, c'est comme à la maison, quand on casse un œuf, on va avoir un couteau qui va couper la coquille en dessous, le marteau qui va appuyer dessus, qui va ouvrir l'œuf et libérer le blanc et le jaune. C'est le même principe qu'à la maison, sauf que là, on en casse 40 000 à l'heure au lieu d'en casser quelques-uns à la minute. Une fois cassés, les jaunes sont séparés des blancs. Le blanc va tomber dans la goulotte du dessous et le jaune rester au-dessus. S'il reste des traces de jaune dans le blanc, le produit est placé dans un troisième compartiment, celui de l'œuf entier. Donc on a 3 produits, du blanc, du jaune et de l'entier.
Chaque partie de l'aliment est filtrée afin de retirer les derniers morceaux de coquille. Puis, pour éviter tout risque de contamination bactérienne, le jaune, le blanc et l'entier sont refroidis à moins de 4 degrés. C'est très important que le produit soit immédiatement refroidi entre 0 plus 4, une fois qu'on a enlevé sa coquille, pour rester avec un niveau de bactériologie très bas. Le jaune, le blanc et l'entier sont ensuite stockés dans de grandes cuves réfrigérées avant d'être conditionnés. Et le produit va être conservé au maximum ici pendant 24 heures. Aujourd'hui, production de blanc d'œuf en bouteille. Dans une bouteille d'1 litre comme ça, on a l'équivalent de 32 blancs d'œufs. Et ces bouteilles vont aller après soit chez les boulangers et pâtissiers pour faire des meringues, tous les produits que l'on peut faire du blanc d'œuf, des mousses, des gâteaux. Une fois les produits conditionnés et mis sur palette, ils sont placés pendant quelques jours dans une chambre chaude où ils vont être stérilisés. Après, on aura des contrôles bactériologiques qui seront faits sur les produits finis. Avant libération des produits, on va rechercher l'absence de salmonelle, la flore totale, les entérobactéries et d'autres éventuellement types de flore en fonction des cahiers des charges des clients ou des spécifications des clients. Sous forme liquide ou en poudre, ces ovoproduits gardent le même intérêt nutritionnel que l'œuf en coquille. Ces produits-là sont utilisés de plus en plus au niveau restauration collective ou restauration commerciale, tout simplement par leur facilité d'utilisation, facilité d'emploi et de par la sécurité également qu'ils présentent d'un point de vue sanitaire par rapport à l'utilisation de frais qui peut amener une contamination de la préparation alimentaire qu'on va faire. En France, le marché des ovoproduits augmente en moyenne de 20% tous les ans. Sylvie nous demande si manger un œuf cuit, c'est moins bénéfique que de le manger cru. Probablement pas, parce qu'en fait, la digestibilité des protéines, elle est à peu près de moitié quand on le mange cru, et elle est quasi complète quand on le mange cuit. Cuit, quelle que soit la façon ou pas? Alors, en particulier pour le blanc de l'œuf, l'idéal, c'est probablement d'avoir le blanc bien cuit et le jaune pas trop cuit. Donc, on conseille sur le plan nutritionnel plutôt des œufs mollets, des œufs pochés par rapport à, cru ou dur, à des œufs crus. Dur, c'est bien aussi, mais voilà, mollet poché, c'est peut-être ce qui est le mieux pour la digestibilité des protéines. Poché, vous avez vu que c'est pas facile. Hein. Vinaigre blanc. Je ne fais pas cuisiner. Vinaigre blanc. Il faut avoir Hervétis qui vous fait les protéines. On peut le faire en 6 minutes en coquille, ça fera un œuf mollet. Exactement. Le jaune restera mollet et le blanc sera cuit. D'accord. Vous avez raison. Peut-on consommer les œufs le jour même de la ponte, demande Evelyne? Oui, alors c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Moi, je vois aucun inconvénient à ce qu'on consomme des œufs le jour de la ponte. Je vois pas de transformation très importante. Je dirais que si vous voulez consommer des œufs à la coque, plus ils vont être proches de la pompe, vous aurez des différentes textures de blanc. Et si vous attendez un peu plus, par contre, pour faire des œufs durs, il vaut mieux un œuf qui est un petit peu vieilli, parce que il y aura eu des modifications chimiques du gaz carbonique dans le blanc d'œuf, et ce qui fait que l'œuf va devenir facile à écaler. Alors les trucs de grand-mère, là, comme on dit, là, faut un peu les oublier. En réalité, c'est que les gens conservent tellement leurs œufs au frigo maintenant qu'il n'y a plus ces échanges gazeux, donc ils deviennent assez difficiles à écaler. Alors, garder les œufs vieux pour le est chevelurologue, mais on nous demande si casser un œuf sur ma chevelure terne en ce début d'hiver, est-ce que ça redonne de l'éclat? Ah oui, les fameux shampoings aux œufs. Ouais. Mais avec un Vous vrai avez étudié shampoing. ça? Je peux dire joker ou pas? Oui, vous avez le droit, vous avez le droit. Écoutez, sur le fait, est-ce que ça fait briller les cheveux? Alors, c'est pas moi qui vais pouvoir vous en parler. Et moi, je ne fais pas ça tous les jours. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a Hervétis tout à l'heure parlait de la mayonnaise, parce qu'il y a de la lécithine, effectivement, dans le jaune d'œuf qui permet d'émulsifier les corps gras avec les corps à queue. Et quand vous mettez du shampoing aux œufs, vous allez jouer sur cette propriété d'émulsifiante pour aller quelque part enlever la saleté et les corps gras. En quelques secondes, on cuisine un jaune d'œuf. J'utilise mes blancs d'œuf. Le jaune d'œuf, je peux le garder combien de temps au frigo? Pas très longtemps. Une journée. Voilà, ça dépend. Et puis si votre frigo est très propre, ça pose pas de problème. On part du principe qu'il est propre. Voilà. Et mes blancs d'œuf? Un peu plus longtemps, parce que c'est un milieu dans lequel les bactéries ne poussent pas bien, mais bon, ça va y avoir quand même pas mal de modifications. Il va perdre ses propriétés, je dirais, un peu plus longtemps, ça veut dire quoi? 2-3 jours? Maximum 24 heures. Maximum 24 heures. On peut le congeler, le blanc d'œuf. On peut le congeler. On peut congeler le blanc d'œuf. Et il ne perdra pas ses propriétés nutritionnelles. Non, il ne perdra pas ses propriétés. Bon, après, il faut qu'il soit bien congelé et bien décongelé. Et quand vous le décongelez, il faut le décongeler au réfrigérateur, pour éviter qu'il soit contaminé. Par contre, le jaune d'œuf, ça se congèle très très mal. Très bien, messieurs. Merci infiniment à tous les deux d'être venus. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Lundi, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur l'infection par le VIH à la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida qui aura lieu le 1er décembre. D'ici là, passez un excellent week-end et à lundi. Au revoir.